Bonsoir Alphonse Moussoudé. Bonsoir aux vigilants Wassem, bonsoir à tous. Bonsoir Nelly Dodino. Vigilant Avancé, bonsoir. Auditeurs, auditrices de Soleil FM, bonsoir. 29 universités privées sont autorisées à ouvrir leur porte à la rentrée prochaine contre 103 qui fermeront. Eh bien, c'est l'un des fruits des réformes mises en œuvre dans le secteur des universités privées au Bénin par le pouvoir talon. Un acte irresponsable, avez-vous dit, Sylvain Adekpeju Akindes, vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes professeur d'université à la retraite, ancien ministre. Mais pourquoi qualifiez-vous une réforme du genre d'irresponsable? Merci beaucoup, cher journaliste. Oui, c'est un coup de colère, hein, un coup de gueule, bien sûr. Mais ce n'est pas responsable dans la mesure où je pense que plus de la moitié des bacheliers vont être dans la rue. Est-ce que si on n'a pas trouvé de solution de remplacement? Ce qui est présenté comme une réforme assainissement d'un secteur qui avait besoin d'un coup de balai, on va dire. Comment vous pouvez le reprouver ainsi? Personnellement, je ne sais pas ce qu'on reproche exactement. Dans ce qui a été communiqué, je ne crois pas qu'on ait dit exactement ce qui est reproché. Et quand vous retrouvez là-dedans des gens qui ont été démêlés à partir de l'MD, vous dites c'est pas un problème de compétence. Et quand vous en connaissez certaines qui sont à la pointe de la formation professionnelle, vous posez des questions. Qui sont quand même fermées aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais il y a quand même des critères qui ont amené, n'est-ce pas, à ce résultat-là. Vous parlez de certains qui sont à la pointe de la formation. Entre autres critères, il faut avoir au moins 75% de personnel enseignant qualifié, disons, autorisé à enseigner dans les universités. Ce que ne remplit pas ces universités fermées ou certaines de ces universités. C'est possible, mais je ne suis pas informé. Je ne peux pas opiner sur ce que je ne sais pas. Je ne vais pas deviner ce qui n'existe pas. Et puis moi, mon point de vue n'est pas tout à fait celui-là. Vous savez, quand j'ai dirigé le CPU pendant 10 ans, et ceux qui en sont sortis ont eu du mérite jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui était important pour moi, c'est de savoir que c'était une relation, c'était une structure de formation professionnelle. Et que quelqu'un qui n'a jamais appris à faire la dactylographie au secrétariat ne peut rien enseigner à une secrétaire. Celui qui n'a jamais été dans une entreprise ne sait pas quel est le rôle que joue quelqu'un qui a fait un bac plus 3 dans une entreprise. Il ne sait pas. Il n'a jamais fait ça. Il sort de l'université, il fait des recherches, et puis il devient enseignant, et on dit qu'il est qualifié. La question de qualification est extrêmement importante. Qualifié en quoi? Je prends très simple. Hein. Vous prenez une machine-outil. Vous pensez que c'est un ingénieur qui est qualifié pour utiliser et pour apprendre à utiliser une machine-outil? Non. C'est celui qui l'utilise tout le temps, qui peut transmettre cette manière de faire. Parce que ce qu'on cherche, c'est agir sur la nature pour répondre aux besoins des hommes et de l'humanité. Et non pour faire plaisir à l'esprit, à la théorie. C'est pour ça que je dis, qualifier, il faut d'abord savoir ce que c'est. Voilà. Donc je ne peux pas, a priori, c'est mon point de vue personnel, compte tenu de ce que j'ai vécu, compte tenu des éléments qui sont ma possession. Ce que vous avancez, c'est par rapport au dosage d'enseignants, disons, de théorie contre ceux-là qui sont requis pour des professionnels qui sont également enseignants? Je ne sais, dans l'ignorance des raisons profondes de l'analyse de chaque cas, je ne suis pas à mesure d'émettre une opinion péremptoire, n'est-ce pas, de façon définitive. Je dois dire, pour ce que je sais, il y a eu des erreurs extraordinaires. D'autant plus que des établissements qui sont fermés depuis 2 ans, on les aligne aussi. Donc, il y a des choses. On peut dire, voyez-vous,
je vous enlève l'autorisation de former des gens à la licence ou au master, de délivrer des diplômes comme ça. Mais ça, c'est sur des choses précises, sur des formations précises. La personne peut être très compétente dans une formation et pas du tout dans une autre formation. Vous pouvez lui retirer la capacité de former dans toute sa formation-là et réserver là où sa compétence est évidente. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas responsable. Ce qui est, j'aurais pu dire, ce n'est pas responsable. Au lieu de dire c'est irresponsable. C'est irresponsable, c'est plus dur que c'est pas responsable. C'est pas responsable. Malheureusement, hein, ceux qui portent cette réforme ne sont pas sur ce plateau, pourtant invités. Le directeur, n'est-ce pas, des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Doudi Amounsouvi, a pourtant promis être là, mais finalement, il ne se sera pas déplacé, sans doute par défaut, n'est-ce pas, du quitus de sa hiérarchie, enfin, d'après ce qu'il nous disait. Oui. Je ferai une observation. Oui. C'est normal qu'il ne soit pas là. Ah oui? Et pourquoi? Oui, je suis un individu. Vous prenez un responsable d'une structure officielle pour discuter avec l'individu. Ça ne paraît pas être bien équilibré. Vous êtes un individu, pourtant vous avez émis une opinion qui fait la vague dans les journaux. Oui, ça ne suffit pas. Pour que, en tant que directeur, ils viennent pour ça. Ça ne me paraît pas indiqué. Moi, si j'étais directeur, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. Je voudrais qu'il y ait un directeur ou un employeur qui vienne dire « je ne suis pas d'accord » ou que je prenne quelqu'un qui est responsable d'un établissement d'enseignement supérieur et on le confronte avec... Oui, là, à la limite. Moi, je ne suis rien du tout. Même si j'ai été, mais aujourd'hui, je ne le suis pas. En attendant, c'est votre opinion de rien qui prospère, hein, à défaut des explications officielles donc, de la direction des établissements privés d'enseignement supérieur. Dites-nous, est-ce que cette réforme, il ne la fallait pas, est-ce qu'il n'avait pas vraiment ce besoin d'assainissement de ce secteur? Oui, il fallait assainir. On a vu ça prolifère, hein, les écoles, chaque année ça s'ouvre, les médias accompagnent la publicité et parfois on se demande est-ce que ces offres de formation sont en adéquation avec le marché de l'emploi? Parce que l'objectif de ces universités, c'est de former pour le marché de l'emploi. Parce qu'à l'UAC, nous avons beaucoup plus de filières académiques, il faut forcément passer par la thèse pour pouvoir émettre des idées, on est tout le temps dans la recherche, alors que ces universités, pour la plupart, offrent des formations professionnelles. Donc, il y avait un besoin, mais la question qu'on se posait, est-ce que ces offres de formation étaient en adéquation avec le marché de l'emploi? La deuxième chose, la prolifération. On n'avait pas posé un problème d'autorisation. Ça sortait dans presque toutes les rues. Hein. Vous avez telle université. L'infrastructure, parfois, vous écœure. Mais pourtant, c'était une université. Il fallait assainir. Mais assainir de quelle façon? De quelle manière? Est-ce qu'il faut assainir et les faire disparaître à jamais? Ou il faut assainir, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, les garder dans leur domaine de compétences? Parce que une université qui est restée à former pendant 10 ans, à former pendant 20 ans, a forcément acquis de l'expérience. Et ces étudiants formés ont peut-être eu la chance de se retrouver sur le marché de l'emploi. Et donc, ont eu le temps d'expérimenter la formation qu'on leur a donnée. Du coup, on peut apprécier. Mais quand on se base, c'est vrai, on ne nous a pas donné les vraies raisons, les vraies motivations. On nous a parlé d'enseignants pas trop qualifiés. L'ancien ministre l'a démontré tout à l'heure. Est-ce que c'est la pratique ou la théorie? Est-ce que c'est rester à l'université, devenu docteur, enseignant, chercheur, qui fait de vous une personne, un enseignant qualifié forcément, face à quelqu'un qui est dans le domaine, qui est dans la pratique, qui exerce, qui pourra mieux vous expliquer. Les autres sont tout le temps dans la théorie, mais il y a une différence entre la théorie et la pratique. La preuve, vous avez eu des gens qui étaient de bons professeurs,
des professeurs de rang magistral qui, quand ils exposent, vous êtes fasciné, mais une fois dans la pratique, vous vous dites, est-ce que c'est la même personne que je vois? Donc, il y a forcément des écarts entre la formation et la pratique. Deuxième chose, nous repartons de loin dans cette histoire d'assainissement. Il y a eu un bras de fer entre les autorités en charge de l'école supérieure et les promoteurs d'université. Il y a ce système LMD où on impose aux écoles de passer des tests, des examens nationaux qui ne répondent pas aux normes du CAMES. On a parlé de licence, master, doctorat, c'est un système, on n'a pas parlé d'examens. Donc, on a fait des réformes. Il y a eu deux camps. Il y a eu ceux qui sont allés contre cette réforme du gouvernement pour dire, nous, on s'en remet au CAMES parce que nous sommes dans un système régional où il y a eu cette mise en conformité de la formation. Il y a des critères internationaux, donc c'était ça. Donc la plupart de ceux qui ont dit non, nous n'y allons pas, nous n'allons pas composer, se sont retrouvés dans ce lot de ceux qu'on a mis de côté. On veut assainir, c'est bon d'assainir, c'est important d'assainir, parce qu'il ne sert à rien de prendre 500 000, 1 million, 2 millions à des parents pour former, pour dire qu'on est en train de former, alors qu'on sait que sur le marché de l'emploi, ça ne vaut pas. C'est bon de vouloir réformer, mais est-ce que c'est la meilleure méthode? Est-ce que c'est est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Encore qu'on est à la veille d'une rentrée, il y a eu de nouveaux bacheliers. Je vous ai dit, moi j'ai fait le bac il y a 10 ans, mais j'étais assis sur les briques. Donc, c'est vrai, il y a eu quelques infrastructures. Est-ce que c'est suffisant pour recueillir tout ce monde de nouveaux bacheliers alors qu'on en fait 103? C'est énorme. C'est énorme, mais c'est peut-être le résultat d'un vrai assainissement. Alphonse Ouessodé, un instant. Ouais. Moi, je suis un peu peiné parce que est-ce que l'État a les moyens de consommer ces étudiants qui ne vont plus retrouver les bancs de leurs universités à la rentrée? Non, c'est vrai que dans le secteur, c'est un panier à crabe. Hein. Le milieu des écoles privées supérieures, c'est un panier à crabe où les enseignants se tirent entre les pattes, où on estime que quelqu'un n'est pas habilité à créer une école. Non, là n'est pas le problème. 103, c'est trop. 103, c'est trop. Quand vous prenez on a fermé 103, on en a gardé 29. Est-ce que les 29 qu'on a gardés ont les moyens de consommer les étudiants mis à la rue des 103 universités? C'est là un problème. C'est là d'abord le problème. Parce que vous fermez les écoles, okay, vous n'allez pas demander aux étudiants de rester à la maison. Ça me rappelle cette affaire de BTS sans le bac. Quand nos compatriotes allaient passer le BTS à Abidjan, l'État a dit non, désormais, il ne faut plus aller là-bas. Finalement, ça a donné quoi? Et on ferme les écoles, on ne donne pas de solution. Je ne sais pas si l'université, le campus d'Abomey-Calavi peut consommer les étudiants. Est-ce que les 29 universités qu'on a maintenues ont les moyens? Écoutez, moi, je suis allé la dernière fois à une soutenance dans une grande université qu'on reconnaît, mais les salles ne sont pas adéquates. Mais cette université-là se retrouve quand même parmi les 29 qu'on a gardées. Peut-être qu'on a fait davantage, on était plus rigoureux. Nous serions davantage convaincus si on nous avait énuméré les raisons claires. En matière de formation professionnelle, ce n'est pas forcément celui qui a accumulé on peut accumuler des doctorats sans être efficace. Vous allez dans les écoles de journalisme, mais ceux qui forment les techniciens, ce n'est pas des gens qui ont des thèses en technique, c'est ceux qui sont rompus à la tâche, ceux qui ont fait des années dans des régies, qui savent manipuler l'ordinateur, qui savent les yeux fermés, qui savent monter un son. C'est eux qui forment les étudiants en master. Parce qu'ils ont la pratique, ils ont l'expérience. Donc, il y a que, peut-être on peut reprocher à certaines universités de ne pas se spécialiser dans des formations précises, d'ouvrir n'importe quelle filière, d'accord? Mais du coup, fermer à quelques semaines de la rentrée, encore que l'État ne consomme pas tous les étudiants. L'État ne consomme pas. Moi, j'attends de voir
que fera-t-on de ces étudiants? Parce que dans ces universités, il y a des gens qui passent en année de licence. Va-t-on leur dire, votre école n'étant pas agréée, vous reprenez de la première année? Parce que c'est ça là, le vrai problème. Votre fils a fait première année, deuxième année, il passe en licence. Voilà que l'université dans laquelle il étudie, elle a été fermée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'adviendra-t-il de ces étudiants-là? Il va falloir que l'État monte au créneau et communique suffisamment. Si on ne communique pas suffisamment, cela va étayer davantage la thèse de guéguerre entre les enseignants des universités. On a parlé de 75% vigilants français. Écoutez, si on parle de... Il faut avoir dans votre personnel, il y en a combien? C'est-à-dire qu'on retrouvera les mêmes professeurs pratiquement parmi la liste des professeurs de toutes les universités privées. C'est là encore la difficulté. Est-ce que le même professeur est autorisé à faire partie de plusieurs listes d'universités? C'est ça la réalité. Est-ce que nous avons... Parce que c'est facile. Je me rappelle quand j'étais à l'université, il y a un professeur, un diplôme en informatique, il ne peut pas allumer un ordinateur. Donc on peut avoir les diplômes sans être qualifié, sans être compétent pour former des gens. Je voudrais dire une chose. D'abord, vous avez évoqué l'adéquation formation-emploi. Vous pensez que les universités d'État tiennent compte de l'adéquation formation-emploi? Donc cet argument n'est pas valable. Il n'est pas valable. D'ailleurs, dans d'autres universités, il n'y a pas de travaux dirigés. Moi, quand j'étais à l'université, on était un groupe de 20 pour faire des trucs sur la pratique précise, fait par des gens qui ne sont pas des docteurs, mais qui sont des gens de la profession, au CPI. De la spécialité. Au CPI à l'époque, quand vous étiez étudiant. C'est pour dire que lorsque vous apprenez le droit et que vous n'étudiez pas des cas en travaux dirigés, ben vous êtes nul en droit. Vous avez seulement répété des choses. Ça n'existe pas dans nos universités. Il paraît que ça change petit à petit. Tant mieux. Deuxième chose, s'il y a 103, comment ils ont ouvert? Est-ce qu'ils ont eu des autorisations? C'est la première question qu'on devrait se poser. Est-ce que toutes ces universités-là ont eu des autorisations? Si on n'a pas des autorisations, vous dites telle université est fermée parce qu'elle n'a pas eu l'autorisation. C'est très clair. C'est très clair. Vous n'êtes pas autorisé à ouvrir une université, vous n'avez pas le droit d'ouvrir l'université, c'est terminé. Mais on ne peut pas vous avoir autorisé et puis arriver 2 jours, dire tout le monde est là. Ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je dis que c'est irresponsable. Irresponsable parce que ceux qui ont donné l'autorisation doivent être poursuivis d'abord. Ou si les gens n'ont pas reçu l'autorisation pour le faire, ils doivent être punis en conséquence. Dans un cas ou dans l'autre, il faut voir à quoi on a affaire concrètement. À quoi on a affaire concrètement. Vous avez évoqué le cas du BTS. Je veux dire. Mais en France, où on l'a copié, le BTS n'est pas fabriqué par les établissements de l'enseignement supérieur, mais par les lycées techniques. Par les lycées techniques. Donc on n'avait pas besoin du baccalauréat pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu le débat à ce moment-là. Et le BTS a été instauré au Bénin ici, par les établissements d'enseignement privés. Ce n'est pas l'État, puisque l'État ne forme que des DUT. Dans une université, on forme des diplômes d'universitaires de technologie. On ne forme pas le BTS. Je rigolais quand on disait que l'ENEAM formait des BTS. J'étais affolé. Mais j'ai pris ensuite que c'est une formation parallèle. Que les professeurs sont arrangés pour faire un truc de ce genre. Je me suis calmé. Parce qu'une université ne forme pas des brevets de techniciens supérieurs. Ils forment des diplômes, ils donnent le diplôme d'universitaire de technologie. Voilà ce qui existait. Alors, donc, je dis, concrètement, je dis, je n'ai pas les informations. Vous savez, j'ai ouvert un centre de formation professionnelle. Je vous dis pourquoi. Parce que les meilleurs élèves qui allaient au CPU, les étudiants qui allaient au CPU, c'est ceux qui passaient les concours qui étaient admis. Ils étaient parmi les meilleurs. Au bout de 3 ans, ils sortent. Les autres qui traînaient font la maîtrise, vont faire un truc et viennent être leur patron. J'ai estimé que c'était
pas normal, le système. C'était sous la Révolution. Donc, je me suis entendu avec les structures qui font des formations à distance pour ouvrir une sorte de formation continue. Donc, c'est des gens qui travaillent et reçoivent les cours par correspondance. Quel avantage il y avait? Mais ils payaient, disons, 30% moins cher inscrit dans mon centre que inscrit directement. Parce que moi, étant une organisation, j'obtiens de l'institution des réductions importantes qui permettent de diminuer draconiquement, disons, le coût de la formation. Et ce n'était pas une institution comme ça. Le président était ça devait être un employeur. Donc c'était le directeur général du port autonome. Il y avait la chambre de commerce et d'industrie qui était membre du conseil. Il y avait l'ordre des géomètres. On a pris des professionnels pour former une association qu'on appelle Association béninoise pour le développement de la formation professionnelle. Et alors, il m'est arrivé de former des journalistes. Mais je suis allé chercher les journalistes qui étaient à l'OATB ou ailleurs et qui ont donné les cours. Ou des gens qui avaient la compétence, comme Carlos. Ils sont nombreux comme ça. Nous avons formé des gens au port, sur demande du port. Parce que nous avons le programme, et on faisait venir des gens pour le faire. Mais c'est la formation professionnelle demandée. Entre-temps, je ne sais pas si c'est encore la même chose aujourd'hui, les banques avaient leur école de formation. Il n'existait pas de BTS ni de quoi que ce soit en banque. Les banques organisaient leur formation. Et ne reconnaissaient que ceux qu'ils avaient formés dans leurs écoles. Alors, donc, on ne peut pas a priori, n'est-ce pas, croire que tous ces éléments-là ont été pris en compte. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Si on doit fermer, on fermera. Pourquoi je vais défendre quelque chose qui ne marche pas? Pourquoi on va vouloir assainir que je dis que c'est irresponsable? Ça n'a pas de sens. Si on arrête quelque chose qui n'est pas bon, tant mieux. Mais si on arrête pour le débat, comment dire, LMD, là, etc., mais il n'y a même pas de choses à faire. L'étudiant qui est dans une université qui n'a pas ce diplôme-là, bon, il va le passer. S'il est admis, tant mieux. S'il n'est pas admis, tant pis. Si un employeur estime qu'il est meilleur que celui qui est admis, il le prend. On ne va pas imposer maintenant à l'employeur de prendre des gens qu'il juge moins importants, moins compétents que d'autres parce que les diplômes ne sont pas donnés par l'État. Je me rappelle, je vous dis, quand j'étais directeur général du ministère de l'enseignement technique et supérieur, mais voilà ce qui s'est passé. Un jour, les gens viennent, maintenant, on donnait vous savez ce qu'on appelle le DAP, diplôme d'apprentissage professionnel. C'était la corporation des gens qui faisaient la dactylographie qui apprenait aux gens. Un jour, ça tombe sur la table. Ah non, il faut que ce soit l'État qui délivre le diplôme, qui supervise. Pourquoi? À cause des perdièmes qu'on a pour les examens. Les enseignants en étaient là, à chercher toutes les occasions pour faire des concours, des examens de l'État pour pouvoir avoir des subsides. Alors, l'État était obligé donc de dépenser en plus d'argent pour ça. Alors que ceux qui étaient là, moi j'ai une secrétaire au CPU, elle était comme ça. Mais elle n'est pas passée par là. Ensuite, elle a fait capacité en droit, etc. Bon, voilà. C'est-à-dire, je dis qu'il y a des choses importantes comme ça que l'on prend. C'est pour ça que je crois, moi, de façon générale, pourquoi c'est irresponsable. Parce que, je l'ai dit dans le truc là, on ne peut pas, sur un problème national, n'avoir pas fait, disons, une concertation publique et claire avant de prendre des décisions de ce genre. C'est ça. C'était quelque chose. Ou bien on dit, voilà, il y a trop d'établissements qui n'ont pas reçu l'autorisation et qui ont quand même ouvert. Ben, on les ferme. Personne ne va protester. Ensuite, la réflexion sur une école privée est importante. Ça dépend de ce qu'on enseigne. Et pour qui? On n'a pas fermé les écoles coraniques. Oui. C'est un problème
profond là. Est-ce qu'on va former des écoles coraniques? Est-ce qu'on va former des écoles qui font la théologie? Parce que l'État ne fait pas la théologie. Est-ce qu'on va fermer ça? Pour dire qu'on ferme celle-là parce que c'est pas... Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y a donc un besoin d'une réflexion qui soit pas entre 4, 5 personnes là, qui réfléchissent, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, ils ont une idée vague de quelle est la situation. C'est pour ça que j'ai repris ce que vous avez dit, pour dire, les idées que vous avez émises là, c'est des idées passe-partout, qui ne reposent pas sur une connaissance précise et profonde, parce qu'un responsable doit travailler sur la base de statistiques précises, des éléments précis, et non de l'opinion générale. Et puis, vous savez très bien que les parents n'inscrivent pas leurs élèves dans des écoles qui n'ont pas eu de bons résultats. C'est connu, ça. Et c'est pour ça que tout le monde triche. J'ai eu le premier, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. C'est pour ça, tout le monde le sait. Est-ce que l'État a besoin vraiment d'intervenir là-dedans? Les parents eux-mêmes font déjà la régulation sur la question. Alors, on a l'impression que supprimer des choses, c'est la réforme. Non. Il ne faut pas qu'on en arrive à de la grimace sur les choses. À apprendre aux parents à savoir où ils vont inscrire leurs enfants. S'ils inscrivent quelque part, c'est d'abord où c'est l'argent qui n'est pas... Ils n'ont pas assez d'argent. Ou alors c'est près de leur maison. Alors, maintenant, on fait ces choses-là. Est-ce qu'on a vu la carte universitaire? Est-ce qu'on a vu où on a formé? Et quel effet ça a de fermer, par exemple, je prends par exemple mon village à Lada, fermer une université, il n'y en a pas là-bas, je ne crois pas qu'il y en ait, une université à Lada, mais les gens ne peuvent plus rien faire là. Ceux qui sont chez eux... Mais est-ce qu'on peut partir sur ces genres d'éléments pour maintenir une université privée, même si elle forme mal, même s'il a problème? Attention. On peut partir sur ces considérations-là. L'État ne peut garantir que la formation qu'elle a faite. D'accord? L'État ne peut garantir que la formation qu'elle a faite. Elle a le droit de former partout et tout, mais de faire selon ses moyens. Pas de dire je vais faire tout pour tout le monde, ce n'est pas possible. Ce n'est pas raisonnable. Donc dans ces conditions, on n'a pas à s'occuper de ça. Si ils forment mal, les gens n'ont pas de boulot. Et je me suis dit un jour, quelqu'un m'a dit, mais dans quelle école on peut former quelqu'un en informatique? Tiens. Alors moi je pensais, j'ai dit, oh ben il y a un truc d'une informatique à l'université, etc. Et je me suis renseigné chez les enseignants, j'ai dit non, le meilleur c'est Serco. Serco qui est aujourd'hui fermé. Direct. 1, 2, 3, 4, c'est Serco, il n'y a rien à faire. Bon. Ça là, c'est la réputation d'une école, ça. Je ne suis pas, disons, convaincu. Enfin, je ne sais pas si leur appréciation est juste. Je ne sais pas s'ils ont des intérêts particuliers qui les ont amenés là. Je ne sais pas. Mais ce sont les réponses que j'ai reçues. Et chaque parent prend des informations pour savoir où c'est le mieux. On a fermé une école de génie civil, je crois. Hein. Comment on appelle ça là? J'ai oublié le nom. De génie civil qui avait le collège au pied là-bas. Déjà, oui. Voilà. Il me semble que j'ai lu ce nom-là. Mais mon fils a fait là. Il a fait le BTS. Il est arrivé en France. On m'a dit, on ne sait pas. On va vous mettre en deuxième année. On va voir. Au bout d'une semaine, on l'a amené en troisième année. Ma fille a fait la même chose. Elle a été majeure de là. Mais pas là. C'était Gaza. Voilà. Donc, concrètement, moi, je suis sorti du CPU. N'est-ce pas? Mais je n'ai inscrit aucun de mes enfants au CPU. Je n'étais pas certain du tout que la formation qu'ils auront là pouvait avoir, la substance importante qu'ils pouvaient avoir dans une école. Et pourquoi vous croyez au privé alors que vous n'aviez pas testé non plus ça? Mais je sais comment ça se passe, non? Je sais qu'il va donner des cours là-bas, non? Je sais quelle liaison ils ont avec les employeurs. Tenez, Pigier. Tiens, tenez Pigier. Pigier est réputé pour être en relation directe avec les employeurs. Est-ce que ce n'est pas meilleur que
que de le faire ailleurs que ce soit. Enfin, n'allons pas trop loin, hein, n'est-ce pas? Moi, je dis, ces questions-là sont si importantes. Moi, je ne détiens pas la lumière éternelle et définitive et la meilleure. Mais je considère que pour une question aussi nationale, à ce point-là, on ne reste pas en catimini pour prendre des décisions. Dites-nous, c'est ça qui est irresponsable de mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres considérations on peut prendre le pas, n'est-ce pas, sur l'assainissement, oui, la bonne intention qu'on avait ou qu'on pouvait avoir au départ? D'autres considérations, bon, si on avait des explications de chaque pourquoi on avait une catalogue. Oui, mais malheureusement, Doudia Mouzovi n'est pas venu, il ne s'est pas présenté. S'il était là, il allait nous donner plus d'informations. Mais je pense que les réformes, nous allons revenir aux réformes. Depuis que quand ça se déroule, ça se fait juste entre chefs. Réforme grand air, pas seulement dans le secteur je prends réforme en général. C'est-à-dire, quand on dit réforme, ça se prend en cadre. On dit voilà ce que nous voulons faire pour vous, point barre. Alors qu'il y a des personnes qui interviennent dans chaque domaine, qui peuvent vous dire voilà ce qu'on peut faire. C'est nous sommes les acteurs. Nous comprenons nos quotidiens, nous arrivons, voilà ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Parfois même, il y a ceux qui disent, qui sont même allés en mouvement juste pour être écoutés, pour qu'on prenne en compte leurs propositions. Ça n'a pas été fait. On déroule parce que on pense qu'il faut aller d'une main forte quand il s'agit d'imposer, de réformer. Mais l'impact social, on ne s'en rend pas compte forcément, on ne fait pas attention. Oui, on a fermé 103, oui, le besoin d'assainir. On a dit, on veut assainir parce qu'il y a une pléthore d'universités. Pour quelles raisons, on ignore. Mais il y a une demande qui était là et que les universités font le travail, viennent à la rescousse des universités publiques. L'État ne peut pas former tout le monde. Mais dans le même temps, l'impact social n'est pas pris en compte, n'est pas mesuré. On est à la veille d'une rentrée scolaire, une rentrée académique, universitaire. On a de nouveaux bacheliers. Qui va les consommer? Quelle université consommera cet effectif-là? Je sais que l'université publique, c'est déjà abondé de monde, il n'y a plus de place, et le reste, c'est l'université. Et aujourd'hui, on court pour la formation professionnelle. Vous faites le droit, il faut attendre les concours de l'État. Ou allez vous faire une tête, devenir enseignant, ou reprendre les livres, dites les mêmes théories, évoluer. Alors que la formation professionnelle vous donne de quoi vous auto-employer, vous êtes sur le marché de l'emploi. Être consommable tout de suite. Être consommable tout de suite. Et ceux qui forment, pour la plupart, ce sont les universités. L'impact aujourd'hui, c'est la question que je me pose. Il aurait été là qu'il aurait... Je vais lui poser la question de savoir comment on fait pour consommer le reste. Quelqu'un qui est en licence ou qui s'est inscrit en Master 1 et qui doit finir le Master 2 cette année, qu'est-ce qu'il fait? Et confirme son école. J'ai une information à vous apporter. Oui. J'ai interrogé quelqu'un. Il m'a dit, nous n'avons pas le droit de recruter en première année l'année prochaine. Mais nous qui sommes là, nous continuons. Je vous donne l'information que j'ai reçue des gens qui sont concernés. Et ceux qui ont fait, ceux dont on a fermé les universités. Voilà. Donc, je suppose que cet aspect-là a été pris en compte. C'est pour ça que je vous donne l'information en même temps, parce que moi, je me suis... Donc, il a une transition prévue quand même. Je suppose. Merci. Oui, Nelly Doyin. Oui, et je disais, voilà les réformes. C'est important de discuter avec le partenaire. C'est important de voir l'impact sur les choses. On déroule un programme, on déroule sa vision des choses, mais parfois on doit pouvoir écouter les autres et se demander est-ce que notre vision telle que nous la déroulons, elle est la bonne? C'est la meilleure méthode de le faire. Et malheureusement, ceux qui aussi doivent pousser à la réflexion, nos cadres, ne font pas, je ne dirais pas ne font pas le travail, mais n'arrivent pas à dire non à l'autorité pour dire voilà, oui chef, je comprends ce que vous voulez faire, mais si nous faisons ça de cette façon, d'une autre manière, on aurait à gagner, on aurait moins à créer d'ennuis, on aurait. Malheureusement, les cadres béninois n'arrivent pas à faire ça.
Oui, chef. D'accord, chef. Ils sont les mêmes à dérouler un programme aujourd'hui, à prendre des sanctions. Les mêmes reviennent sous un autre régime, disent autre chose, font autre chose. Et puis, on est dans la routine. Et je dis, la formation, ce n'est plus qu'une affaire d'université. Et c'est ce qui fait que les gens courent vers les titres. Hein. Tout le monde veut être agrégé, tout le monde veut être titulaire. Parce que c'est ça qu'on vend, le titre. Alors qu'il y a des gens qui sont là pour faire de la production, pour produire de l'homme. Aujourd'hui, on est là à consommer. Tout ce que les autres envoient, on est là pour consommer. Nous voulons consommer. Nous vivons à l'aide du numérique sans jamais penser à comment assembler un téléphone portable. Ceux qui peuvent faire ça, c'est ceux qui passent par la formation professionnelle. Ce sont des ingénieurs. Nous ne consommons, nous ne faisons que consommer. Parce que ceux qui doivent faire le travail sont tout le temps à l'université pour courir après les titres. Vous êtes journaliste, vous faites votre travail. Dès qu'on va vous inviter à donner les cours de journalisme dans une université, on vous dira que vous n'êtes pas qualifié. Alors que vous êtes dans le domaine depuis 20 ans. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Mais on va préférer quelqu'un qui a le titre de docteur, de professeur agrégé de ceci. C'est ça le problème. On a continué dans le même système du colon où eux-mêmes, ils ont compris que les terminologies, les titres, ça ne vaille pas. Ceux qui sont professeurs chez eux, c'est ceux qui font de la recherche pour répondre à un problème, pour trouver une solution à un problème de la société. Et c'est tout. Vous faites votre histoire, vous faites la recherche, vous vendez le brevet à quelqu'un d'autre qui répond au marché, qui fait son travail, vend le truc, et puis on a solution à un problème. Mais chez nous, oui, c'est le titre. Ces docteurs de Mondelez qu'ils ont eu le temps déjà de réfléchir à comment nous allons transformer nos tomates, comment nous allons lutter contre ces petites bestioles qui dérangent le cultivateur dans son champ. Posez-le la question. Posez-le la question. Mais le Bénin, c'est d'abord les titres. Aujourd'hui, tout le monde court pour être qualifié, professeur agrégé, et ça s'arrête là. Le vrai problème est là, le marché de l'emploi, la formation, la production. Nous sommes allés à la TICAD. Les gens veulent voir ce dont nous sommes capables. Est-ce que vous avez la possibilité de produire? L'entrepreneuriat, la technologie, qu'est-ce que vous en avez? Parce que ceux qui vont vous financer doivent pouvoir savoir dans quel secteur il faut financer. N'avons-nous pas envie de transformer notre coton, porter le coton béninois? Mais ça ne passe pas par l'agrégation à l'université, non. Ça passe par ceux qui sont capables de monter des machines, d'arriver à faire des designs. Tout ça là, c'est la formation professionnelle. Et je pense qu'il faut revoir les choses. Malheureusement, il n'est pas là. On espère peut-être le retrouver dans d'autres émissions pour qu'il nous explique plus les raisons pour lesquelles ces universités sont désormais fermées et comment l'État pense consommer la masse d'étudiants, les nouveaux bacheliers et ceux qui sont déjà dans le secteur. Alphonse Moïsoulé. Non, moi, je suis un peu... Il n'est pas là pour qu'on discute. Le professeur de Diamonsouvi. Le professeur de Diamonsouvi nous écoute. Il va certainement vouloir exercer son droit de réponse, apporter des clarifications. Mais je dis, il y a une chose. On ne peut pas me dire que les 103 universités fermées ne sont pas du tout en règle. C'est criminel. Là, il faut remonter à qui a autorisé. Sous quel régime officiait ces universités-là? Et on leur donne on délivre des diplômes, ils ont fait des BTS, ils ont fait des licences. Il n'y a que des professeurs qui quittent l'Université nationale du Bénin pour aller donner des cours là-bas. Donc, il faut d'abord situer les responsabilités. Moi, j'aurais aimé que l'on convoqua une grande assise où on va inviter tous les promoteurs d'université, on va dire à chacun ce qu'on vous reproche. Mais fermer comme ça, l'État peut fermer et s'en foutre, mais ce sont les parents. Parce que vous avez investi sur votre enfant sur 2 ans, il passe en 3e année, son université est fermée. Est-ce que parmi les 29 qu'on a gardés là, est-ce qu'il y a une université qui est prête à le récupérer pour qu'il continue son cursus en licence? Il faut régler ça. Qu'il faut régler ça. Mais je voudrais bien qu'au niveau de notre État, qu'on arrête avec la formation théorique. J'ai toujours donné un exemple. On parle de lycée technique. Dans Cotonou,
l'État n'a que 2 lycées techniques. Le lycée Koulibaly et celui de Kondéo. Dans un État sérieux, où on dit qu'il faut former les gens. On est passé dans les collèges, on a sensibilisé les enfants. On a voulu que tous les enfants aillent vers l'enseignement technique. Mais l'État lui-même n'a que 2 lycées techniques dans Cotonou. Koulibaly et Kondéo. Le reste qui va consommer ça. Et alors que l'État a le droit, c'est le devoir pour l'État de nous former. Nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la formation et c'est le premier rôle de l'État. Moi je dis c'est bien d'assainir, tout le monde est d'accord pour l'assainissement, mais il faut aller étape par étape. Parce que je dis les 29 là, si nous voulons, nous allons faire une enquête dans les 29 universités, il y a des salles de classe qui ne sont pas adéquates pour la formation. Il y en a qu'on a gardé. Donc il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Parce que là, on m'a dit, monsieur, vous voulez vous inscrire dans telle université, vous venez d'où? Je viens de telle université qu'on a fermée. Ah, on ne peut pas vous admettre en 3e année. Vous repartez en 1re année. C'est à prendre ou à laisser. Vous allez faire quoi? L'État ne peut plus intervenir là. L'État ne peut plus intervenir. Donc, on devrait aller de façon scientifique. Parce que il y a les parents qui ne savent pas pourquoi on a fermé l'université. Pour eux, ils vont dire, bon, ce monsieur-là, c'est un escroc. Donc, on va nous dire qu'il y a 103 personnalités béninoises qui étaient des escrocs. Parce qu'on a fermé les universités, les parents diront ils n'ont plus de l'argent pendant des années. C'est ce que ça veut dire. Et même si ces universités-là, entre-temps, se mettaient à jour, elles auraient du mal à retrouver leur effectivement. Dire, oh, voilà l'université là, ils ont dû négocier pour rouvrir leurs portes, on ne peut plus envoyer nos enfants là. Donc il y a que, on remet en cause des personnalités, on remet en cause des honneurs, on remet peut-être en cause des diplômes qui ont été obtenus dans ces universités-là. Parce que si moi je suis propriétaire d'université et qu'on a fermé votre université, vous venez chez moi, je ne vous prendrai pas avec le diplôme de là-bas. Il dit non, ça c'est pas reconnu. Monsieur, vous retournez en 1re année. Et c'est ça, ça pose des problèmes au niveau des parents. Et l'État, qu'est-ce que l'État fait? Regardez le nombre de bacheliers admis. On n'est même pas encore sûr que tout cela, l'État pouvait les consommer. Et ceux qui n'ont pas les moyens, donc on vous indique, l'État vous indique là où vous devez aller. On devrait serrer les choses. Il y a des universités privées qui donnent des formations que vous ne retrouvez pas chez l'État. Il y a des universités privées qui donnent des formations que vous ne retrouvez pas chez l'État. Et qu'est-ce que ça va se passer? Si mon enfant par exemple, a envie de faire cette formation-là, voilà que l'université est fermée, l'État n'en a pas. Ai-je les moyens d'envoyer mon enfant à l'extérieur continuer ses études? On devrait ouvrir la réflexion avant de fermer. 103, c'est beaucoup. Ben, on peut racheter certaines, parmi ces 103 en tout cas, elles ont une semaine, n'est-ce pas, pour faire leur recours et se faire entendre. Mais Sylvain Adekpeju-Akindes, ne faut-il pas laisser les choses se faire, cette réforme-là, disons, livrer sa pertinence? Oui, je ne suis pas dans, disons, dans la démarche de critiquer pour m'amuser. Je suis dans la démarche de donner mon point de vue sur un certain nombre de questions, pas sur toutes les questions. On a dit tout à l'heure, j'ai informé la dame. Nelly Dodino. Oui, adéquation, formation, emploi. D'accord. C'est vrai dans cette mesure. Les 4/5e de ces universités, c'est le marketing, comment on appelle ça, communication, des trucs comme ça, là, c'est tout. Mais pas formation professionnelle réelle. Donc je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas dire qu'il y a un décalage entre la formation et le marché de l'emploi. Mais cette question-là, ça se résout à ce niveau ou bien depuis le collège? Voyez-vous, la réflexion sur le système éducatif ne peut pas se faire à un niveau comme ça, à l'air. Si dès les classes de seconde, il n'y a que, disons, 10% des gens qui vont dans les matières qui ont de l'avenir dans l'université, les autres feront quoi? Ils iront dans ce genre de bateau-là. Donc on ne peut pas faire une réflexion sur un pan
du système éducatif et dit qu'on fait des réformes. Ce n'est pas des réformes. Si on doit faire des réformes à ce niveau-là, elles doivent être liées à la réforme qu'on fait en bas. Et de façon à ce que tout cela se rejoigne à un moment donné. Vous savez, je ne sais pas si vous avez su ça. En pleine année, après 3 mois, on a renvoyé des gens des écoles à l'université. Vous savez ça? Parce qu'ils n'ont pas eu 11,5 avant d'y aller. Et ce n'était pas un critère au départ. On les a foutus dehors. Je dis que c'est criminel, ça. C'est criminel. Parce que les gens auraient pu aller ailleurs, auraient pu faire des trucs. 3 mois après, on les sort de là. Et ils ont payé. Alors, il y a un problème. Il y a un problème réel. Je dis incompétence. C'est peut-être dur de dire ça, hein, mais de légèreté dans la réflexion sur les choses. Alors, moi je dis, c'est ça qui est la question la plus importante. Qu'il y ait des réformes, c'est normal, on fait un diagnostic. Mais le diagnostic ne se fait pas sur le nombre. C'est comme on a dit, il y a beaucoup de partis. Mais c'est un diagnostic, ça. Si on dit, ils sont régionalistes, là c'est un diagnostic. N'est-ce pas? Si on dit, ils ne seront pas représentés partout, oui, c'est un diagnostic. Mais on dit le nombre. Et on compte, c'est toujours comme ça. Ceux qui sont déjà hors circuit depuis, on les compte comme, faisant pas, exactement comme on fait pour les écoles. On a formé des écoles depuis, et on les reprend maintenant pour dire qu'on a formé ça. C'est comme si le nombre de choses qu'on a fermées à un moment donné était une preuve de compétence. Mais ça veut dire, c'est une preuve de laxisme. Parce que dès le départ, il fallait faire ces choses-là au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a un problème réel d'approche. Je ne suis pas, n'est-ce pas, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de raison. Je dis, Soleil FM fait un effort pour informer. Mais ce n'est pas Soleil FM qui doit faire ça seulement. Ce n'est pas le premier qui devait le faire. C'est d'abord la radio nationale qui devait faire un débat pour que les gens comprennent pourquoi on veut faire ça. On veut faire ceci, on veut faire cela. Voilà les raisons pour lesquelles et la population est informée. On ne vient pas vous dire, on a fermé. Moi, j'ai été surpris de dire, quelqu'un qui lit comme ça, là, j'ai donné des exemples précis. Hein. Il y avait un directeur de l'enseignement supérieur qui était parti fermer les écoles, etc. Enfin, c'est réel, vous avez su ça, non? En tout cas, vous l'avez rappelé. Mais c'est des choses comme ça qu'on a vues. C'est pas sous régime. Hein. C'est depuis Yahi que ça a commencé. Cette manière de gérer les choses, c'est depuis Yahi. Donc ce n'est pas une histoire de... Et c'est la même personne qui fait chaque fois. Et comme par j'en sais rien. J'en sais rien. Mais j'ai parlé aussi de corruption. Nous sommes au thème de cette Excuse-moi. J'ai aussi... d'accord. Oui, un mot. Corruption, c'est très important, oui. Ah oui. La corruption à ce niveau-là, pour pouvoir ouvrir telle filière, vous avez l'autorisation, il faut payer. Il faut payer de manière officieuse ou officielle? Si j'étais officiel, je ne dirais pas que c'est corruption. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Eh bien, on espère que le directeur, Amoussoubi, nous donnera cette chance au public, n'est-ce pas, de pouvoir expliquer le bien fondé de cette réforme, en tout cas sur les FM, reste toujours ouverte, n'est-ce pas? C'est la fin donc de cette émission. Merci à chacun. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aussi à Nelly Dodienou, Alphonse Moïsoudé. Merci à vous, Sylvain Adekpedjo Akindes, d'avoir fait le déplacement avec Ghislain Agwangba à la technique. Ça n'est fini pour l'intégrale de ce jour. À demain.